Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Soyez les bienvenus dans ce journal de la mi-journée. Suite et fin des travaux menés depuis décembre dernier sur la normalisation des langues mahoraises, des opérations menées avec la contribution d'experts, chercheurs, associations ou encore institutions, une structuration jugée plutôt positive au terme de ces travaux. Laïni Saïdachim, Atoumani Simba. 3 mois de travaux, des résultats très concluants. Les réflexions qui ont nourri les différents ateliers ont abouti à une élaboration de l'alphabet, l'instauration d'une norme graphique et la codification des 2 langues. L'objet est de permettre une transcription harmonisée et structurée, une étape importante dans le combat pour la reconnaissance de nos langues orales dans l'enseignement. Je pense réellement que le recteur a la volonté de faire en sorte que nos langues aient droit de citer dans l'institution éducative, même si sans doute il faut aller plus vite que ce qu'il dit aujourd'hui, c'est-à-dire en l'étape d'une année, il faut qu'on arrive à faire une avancée importante pour que déjà on commence à enseigner les langues mahoraises en tant que langue, pas uniquement en tant que marchepied pour aller vers le français. Il est aussi question de l'influence des autres langues qui enrichissent le shimaoré et le kibushi. Les scientifiques, notamment de l'Université du Havre, qui ont apporté leur expertise dans ces travaux, encouragent les politiques à aller plus loin dans ce projet. Je pense que même s'il n'y a pas d'accord définitif sur l'ensemble des graphies pour le shimaoré ou pour le kibushi, on a fait un grand pas vers un consensus pour permettre à ceux qui en ont envie d'enfin pouvoir écrire leur langue. À Mayotte, où des expérimentations sont mises en œuvre, en particulier en maternelle depuis plusieurs années, le carrefour des langues mahoraises donne un nouvel élan au vice-rectorat. Nous pouvons apporter notre expertise aussi. L'inspection générale qui vient régulièrement à Mayotte peut nous aider. Nous avons des inspecteurs, bien sûr, ici sur place par discipline, qui sont tout à fait aptes et disposés à travailler sur la question. L'histoire de Mayotte, c'est indispensable, doit être enseignée dans les livres d'histoire. Les petits Mahorais doivent connaître leur propre histoire. Et Mayotte fait partie de la France et département français, donc les Français doivent connaître l'histoire de Mayotte. Comme le vice-rectorat, le département porteur du projet de création d'un institut des langues et des civilisations à Mayotte compte accélérer les choses sans pour autant donner de calendrier. L'enseignement des langues à Mayotte, c'est quand même quelque chose qui est demandé aussi bien par les enseignants qui sont ici dans le département, mais aussi par les parents qui aujourd'hui se rendent compte que les enfants ne parlent pas shimaoré ou kibushi. Pour le financement, dans un premier temps, ça sera en régie. Donc ça fera partie du service archive départemental qui va se situer dans le centre de l'île, à Kombani plus exactement. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on souhaite que cet institut fonctionne en attendant qu'on puisse avoir d'autres financements donc en provenance de l'État ou de l'Europe qui viendraient nous soutenir dans notre élan. Le rêve de voir le shimaoré et le kibushi érigés en langue régionale se rapproche un peu plus. Éducation avec la réforme du bac qui sera opérationnelle dans 2 années en 2021. Lancée par le ministère, cette réforme modifie en profondeur l'organisation de l'enseignement. Un bac unique et sans filière. Plus d'explications sur ces nouveautés avec René Lataste et Fahar Hosseini. C'est une véritable révolution qui s'annonce à Mayotte comme ailleurs en France. Les filières habituelles d'enseignement évoluent en parcours. Au final, il n'y aura plus des bacs, mais un bac. C'est une vraie révolution où on transforme en même temps les 3 voies, la voie générale, la voie technologique et la voie professionnelle, et en même temps une révolution sur le ministère du Travail avec l'apprentissage. Donc oui, il y a vraiment de gros bouleversements là. La proximité nous a permis de travailler en collaboration. Les inspecteurs du second degré ont pu travailler avec les services académiques, ont pu travailler avec les chefs d'établissement. Ils ont travaillé sur l'élaboration de la carte des formations, des outils communs pour présenter les réformes. Un gros travail de préparation avec des réunions avec les chefs d'établissement, les profs de collège et lycée, les parents d'élèves et même des élèves. L'objectif est d'être prêt dès la rentrée 2019, avec de nouvelles grilles, de nouveaux programmes et de nouvelles modalités. Ce qui change profondément, c'est peut-être la suppression des filières.
Précédemment, pour la partie générale et technologique, on avait la filière L, la filière S, la filière ES. Donc aujourd'hui, en tout cas, ce qui se profile dès la rentrée prochaine, et puis évidemment pour le bac 2021, c'est la suppression de ces filières-là. Et c'est l'idée de libre choix du parcours du jeune avec le choix des enseignements de spécialité, puisque la réforme, elle implique la création de 12 enseignements de spécialité, 7 à 8 ou 9 par établissement, et puis ensuite par bassin. En professionnel, les changements s'annoncent aussi marquants. La philosophie, ça a été de valoriser d'abord l'enseignement professionnel, donc essayer de valoriser et de faire découvrir, rendre l'attractivité un petit peu à cette voie. Donc d'abord par la création de familles de métiers pour avoir une orientation un petit peu plus choisie, un peu plus claire. Sur l'allègement aussi d'une partie de la grille horaire pour que les élèves puissent un petit peu travailler un allègement horaire mais avec des effectifs réduits un peu plus nombreux. Parallèlement, certains cours se feront à 2 profs et les élèves travailleront sur un projet chef-d'œuvre sur plusieurs années. En fin de parcours, un bac renouvelé, mais ce sera pour 2021. On va garder la partie contrôle continu qui existe déjà dans la voie professionnelle, mais qui n'existait pas de cette manière-là dans la partie générale et technologique. Et puis ensuite, les épreuves terminales seront au nombre de 4 par rapport à aujourd'hui, on est entre 12 et 16 en fonction des filières. Elles seront au nombre de 4, elles vont intégrer les enseignements de spécialité, la philosophie et puis un grand oral. Adéquation entre le contrôle continu et l'épreuve et les contrôles terminales, donc 40% pour le contrôle continu en cours de formation, on va le dire comme ça, et puis 60% pour les notes en épreuve terminale. Des bouleversements pour, au final, former des élèves qui auront la tête bien pleine et la tête bien faite. Quelle politique pour lutter contre la pauvreté? Une question au cœur de la visite à Mayotte du délégué interministériel en charge de la prévention et de la lutte contre la pauvreté. Olivier Noblecourt a rencontré ces 2 derniers jours des associations qui œuvrent pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de précarité. Rencontre également avec des élus locaux pour parler de la stratégie de l'État mise en place à Mayotte à différents niveaux. Le délégué interministériel était l'invité de notre édition d'hier soir. En voici un extrait. Ça nécessite d'avoir de la robustesse et des politiques sur le long terme. Des politiques concrètes aussi, où en effet les Mahorais puissent voir immédiatement les changements. Il y a eu des évolutions importantes dans le champ scolaire, il y a encore beaucoup de travail. Il y a des évolutions dans les mobilités, il y a des projets importants, il y a des évolutions dans l'habitat. Il faut que sur la lutte contre la pauvreté, sur des grandes priorités, l'accès à l'alimentation, il y a encore des difficultés considérables. L'accès aux soins, bien évidemment. L'accompagnement des jeunes, on vient de voir une association aujourd'hui, on voit la précarité, la fragilité de ces associations. Le soutien à la parentalité, toutes ces jeunes mamans aujourd'hui qui se trouvent en difficulté, et puis le soutien à toute cette jeunesse mahoraise, toute cette jeunesse de Mayotte qui est finalement le plus beau motif d'espoir pour le territoire, et nous allons concentrer les moyens en sa direction. Direction les Comores à présent, où l'élection présidentielle anticipée devra se tenir ce dimanche 24 mars. Sur place, nous retrouvons en direct de Moroni, la capitale, Misbah Odine Bakar qui suit pour nous cette élection. Bonjour Misbah, quelle est la situation sur place à 2 jours du vote? Bonjour, à 48 heures du scrutin, les Comoriens que nous avons rencontrés se disent sereins. Beaucoup ont déjà fait leur choix. Ils savent pour qui ils vont voter, mais vous allez le voir, les attentes sont nombreuses. Je vous propose ces quelques réactions recueillies ce matin. Ils sont au micro de Daniel Abdou. Ça serait beaucoup moins de chômage et du dialogue social. On en a vraiment besoin. Au-delà de ça, la vie est paisible aux Comores, donc tout est bon, tout est bien. Donc c'est le développement économique? Aussi oui. Développement économique avec l'emploi des jeunes, ça va dynamiser toute l'économie, je pense. La paix sociale, renforcement de l'esprit national, éviter le séparatisme, d'accord, on est tous Comoriens. Moi je suis Comorien qui vit en Gazidja, il y a des Comoriens qui vivent à Anjoie, à Moélie, à Mayotte, voilà. Quoi encore? L'emploi, la formation, la santé. On attend un président qui va beaucoup se donner. Sur l'avenir du pays. Surtout la santé, l'éducation, surtout nous les fonctionnaires. On veut qu'on nous améliore les salaires, surtout les avancements
Parce que tout ça, on a supprimé. La campagne s'achève ce soir. Pour le moment, l'atmosphère est calme. C'est la dernière ligne droite. La campagne s'achève ce soir avec des meetings prévus un peu partout. Merci Miss Baodine Bakar en direct de Moroni, la capitale des Comores, aux côtés de Daniel Abdou. Voilà qui met un terme à cette édition de 13h. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, la suite de nos programmes avec votre émission Place Publique. Passez un bel après-midi et à ce soir pour toute l'actualité.